pense que c'est mieux qu'on ait des responsables politiques qui s'engagent pour leur pays plutôt que pour leur ego, en fait. Il faut que chacun arrive à trouver son rêve, arrive à trouver le truc qui fait qu'il a envie de se lever le matin. Et quand on a trouvé un métier, un engagement qui vous donne envie, en fait, vous êtes inarrêtable. Pour vous, quelle est la meilleure voie pour devenir ministre ou occuper des hautes fonctions publiques? Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de La Recette, aujourd'hui avec une invitée exceptionnelle. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Je me présente là. Oui. Bon, donc Elisabeth Borne, je suis ministre, comme vous venez de le dire. Auparavant, j'ai été députée et avant, j'étais première ministre. Et j'avais été ministre du Travail, si je remonte le temps, de la transition écologique et des transports. Si on continue, j'étais PDG de la RATP. J'ai aussi été préfète de région, voilà. Magnifique. Justement, dans le principe de La Recette, c'est de repartir un petit peu de vos origines, de découvrir quelle école vous étiez. Et donc, voilà, quel élève vous étiez, comment ça se passait quand vous étiez à l'école au final? Alors, j'étais plutôt une bonne élève, assez dissipée en fait, mais une bonne élève. C'était quoi vos matières fortes? J'étais séduite par les maths. Mais alors après, ça renvoie à une histoire personnelle. Moi, j'ai perdu mon père très jeune et dans des conditions assez dramatiques. Et du coup, je me suis retrouvée dans les maths comme un univers assez rassurant. En fait. Un exutoire, au final. Oui, c'est un univers où vous vous levez tous les jours, 2 et 2 font 4. Et ça rassure, il y a des choses stables. Est-ce qu'il y a des profs qui vous ont marqué, des professeurs? Alors, j'ai été marquée par une prof de maths en 5e. Je pense que toute la classe avait envie de faire des maths après l'avoir eu. C'était sa pédagogie qui était différente? Oui. Puis c'était quelqu'un d'enthousiasmant. Je pense qu'on est tous marqués par des profs voilà, qui ont un charisme, qui embarquent les élèves. Et donc, moi, c'était aussi en maths. Donc, les mathématiques, vous vous ont suivi après dans vos études, c'est ça? Qu'est-ce que vous avez fait comme études? Donc, moi, j'ai un peu par hasard fait une classe prépa parce que je fais partie des personnes qui n'ont pas dans leur famille de gens qui ont fait des classes prépa. Donc, c'est un univers qui est parfois un peu fermé, en fait. Vous avez des familles où tout le monde fait des classes prépa et donc c'est normal. On fait comme son papa, on fait classe prépa. Moi, ce n'était pas du tout le cas de ma famille. Et c'est un prof de maths en terminale qui m'a dit on peut peut-être faire une classe prépa. Je ne savais pas très bien ce que c'était. Et puis, j'ai suivi son conseil et j'ai intégré Polytechnique. Et ensuite, j'ai fait l'école des ponts, donc je suis sorti encore des ponts. Est-ce que vous étiez contente de votre orientation? Est-ce que vous trouvez que ça vous a servi aujourd'hui? Est-ce que ça vous sert? En fait, c'est une formation qui ouvre des tas de portes. Et je pense aussi que quand on est une femme, c'est une formation qui évite les discriminations. Parce qu'en fait, vous êtes certes une femme, mais vous êtes aussi ingénieur. Ça s'appelait des ponts et chaussées. Maintenant, c'est des ponts, des eaux et des forêts. Mais en tout cas, vous avez une espèce de bouclier qui vous protège du sexisme. Parce que vous le dites dans votre livre, vous avez subi quand même du sexisme malgré tout. Est-ce que vous avez aussi ressenti ce sexisme dans votre formation? En fait, beaucoup moins que maintenant. Vous voyez, je trouve que c'est un peu préoccupant parce qu'on n'a absolument pas assez de jeunes filles qui vont vers des matières scientifiques. Et quand moi, j'ai fait des classes prépa, que j'ai intégré Polytechnique, il n'y avait pas du tout de sexisme de la part des garçons qui étaient dans ces filières. Et je pense que peut-être c'est l'effet des réseaux sociaux ou peut-être que des garçons se sentent menacés. Et je trouve que les relations sont plus dures aujourd'hui qu'à l'époque. À l'époque, on représentait très peu de... Enfin, en pourcentage, c'était très faible. On devait être 20 filles sur 300 élèves quand j'étais à Polytechnique. Et il n'y avait pas de rivalité filles-garçons. Aujourd'hui, c'est moins évident. Et comment on pourrait faire pour endiguer ce phénomène dès l'école, l'enseignement des enfants? Alors déjà, je pense que dans ces matières scientifiques, il faut que les garçons réalisent que les filles ne prennent pas leur place parce qu'on ne forme pas du tout assez d'ingénieurs. Donc il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde, pas s'affoler. Et ensuite, je pense que sans doute aussi, on projette sur les filles cette idée des petites classes, que les maths, ce n'est pas fait pour elles. Ça tient aussi peut-être au fait qu'on a beaucoup de professeurs des écoles
qui sont des femmes plutôt littéraires Oui, des hommes pour et qui, du coup, pensent que les filles n'aiment pas les maths. Est-ce que vous referiez les mêmes choix aujourd'hui d'orientation? Si vous deviez faire Parcoursup? Oui. Non, moi, finalement, je vous dis, c'est une formation qui ouvre énormément de portes. Quand vous n'êtes pas d'un milieu qui a beaucoup de relations et que du coup, vous devez vous construire vous-même, c'est un diplôme qui force un peu le respect. Et donc moi, ça m'a ouvert beaucoup de portes qui n'étaient pas ouvertes naturellement. Et si on revient à la Elisabeth Borne qui vient d'avoir le bac, vous vous voyez où? Enfin, où est-ce que vous vous voyez et est-ce que vous êtes contente de ce que vous avez fait? En fait, j'ai failli faire médecine, mais je n'ai pas été prise dans la fac que je souhaitais. C'est quelle fac? Je voulais à Necker, parce qu'il y avait plus de maths dans la formation en médecine. Et du coup, je vous dis, j'ai suivi ce conseil et en fait, moi, j'en suis plutôt content. Mais peut-être, vous voyez, à l'époque, en fait, il n'y avait pas Parcoursup, il y avait sans doute moins de jeunes qui accédaient à l'enseignement supérieur et on avait sans doute, on ne se retrouvait pas face à des milliers de formations en se demandant laquelle on va choisir. Voilà, donc c'était peut-être aussi plus simple d'une certaine façon. C'est très bien qu'on ait ouvert beaucoup plus de parcours, mais ça suppose aussi qu'on accompagne les jeunes en amont pour qu'ils puissent trouver un métier qui les fait rêver. Vous savez, en tant que ministre du Travail, moi j'ai porté Un jeune, une solution, un plan qui était, moi, dont j'étais assez fier. Et je voyais beaucoup de jeunes qui pouvaient être en décrochage. À partir du moment où on trouve un métier qui vous fait rêver, qui vous donne envie, vous avez une force incroyable et vous y arrivez. Donc je pense que c'est important. La découverte des métiers qu'on fait maintenant à partir de la 5e est sans doute pas du tout assez. Je pense qu'il faudrait consacrer davantage de temps pour permettre aux jeunes d'avoir beaucoup de champs des possibles, d'élargir le champ des possibles, et qu'ensuite, quand on a un métier qui vous plaît vraiment, vous êtes capable de renverser des montagnes, en fait. C'est vrai qu'il y a un énorme besoin d'orientation, il y a énormément de jeunes qui se réorientent, malheureusement. Est-ce que la réforme du bac ne pousse pas à se spécialiser très tôt et à pas crée pas ce problème, enfin, renforce pas ce problème d'orientation? Alors, c'était tout l'inverse, son objet. Oui, bien sûr. C'était de ne pas dire on a la filière S, L, voilà. C'était au contraire de dire c'est vous qui construisez votre formation. Je pense qu'il faut peut-être se dire que, en tout cas, on travaille pour permettre des passerelles et de faire qu'un jeune qui s'est orienté dans l'enseignement supérieur dans une voie n'est pas coincé dans sa voie. Et de toute façon, il faut aussi se dire que dans le monde dans lequel on est, on aura beaucoup de changements de métier tout au long de sa vie. On ne part pas avec un bagage une bonne fois pour toutes, une formation initiale, et puis on fait toute sa vie professionnelle avec cette formation initiale. À la fois, dans ses études, on veut développer des passerelles pour pouvoir se réorienter, et puis on aura à se reformer tout au long de la vie. Et on a créé des outils. Moi, je sais, quand j'étais ministre du Travail, on a le compte personnel de formation qui a explosé. Mais ça veut dire que c'est un outil que vous avez. Si vous êtes parti dans une voie, vous pouvez faire appel à un conseiller en évolution professionnelle qui va vous aider à changer d'orientation, à changer de métier. Et vous avez votre compte personnel de formation qui peut vous aider à vous former à autre chose plus tard. Et est-ce qu'il y a des mesures qui sont pensées aujourd'hui pour justement avoir cette idée de passerelle, enfin de renforcer ces passerelles pour toutes les filières? C'est le travail qu'on mène avec mon ministre en charge de l'enseignement supérieur pour précisément permettre de se réorienter, y compris dans l'enseignement supérieur. Je pense que c'est important, parce qu'on n'a pas forcément fait ces choix au moment où on répond sur Parcoursup. Je pense que c'est important qu'on puisse, je vous dis, découvrir davantage de métiers plus tôt. Il y a des tas de métiers qui ne sont pas connus et qui peuvent être formidables. Hein. Vous voyez des métiers d'art, quand on a vu tous ceux qui sont intervenus pour restaurer Notre-Dame, c'est des métiers qu'on ne connaît pas, c'est des métiers absolument formidables. Et peut-être qu'il faut aussi qu'on réfléchisse à la hiérarchie qu'on a implicitement dans nos têtes sur le fait qu'un métier manuel, ça serait moins bien qu'un métier intellectuel ou de bureau. Ce n'est pas vrai, en fait. Vous pouvez faire des choses formidables et je pense que c'est important de permettre aux jeunes aussi de découvrir ces métiers-là. Au final, il y a un enjeu de communication aussi sur ces métiers qui sont moins connus. Absolument.
plus, par Oui. exemple, plus artisanale. Mais vous voyez, moi, je visitais un lycée professionnel dans lequel il y avait des tailleurs de pierre. Mhm. C'est un métier Qui est vraiment peu formidable, qui n'est pas peu du tout connu. malheureusement. Voilà, ébéniste. Mhm. Après, voilà, vous avez des tas de métiers dans la joaillerie, qui sont incroyables. Hein. Ouais, beaucoup de communication à faire sur Mm. ces métiers. Si du coup on repart, donc vous finissez vos études, est-ce que vous étiez destiné à la fonction publique? Est-ce que vous vouliez faire ça, vous engager, ou est-ce que c'est venu plus tard? Non, en fait, là aussi, ça renvoie. Enfin, je pense qu'on est tous marqués par notre histoire familiale et personnelle. Donc, il se trouve, comme je vous l'ai dit, que moi, j'ai perdu mon père quand j'étais jeune. Il se trouve que j'étais pupille de la nation parce que il avait été résistant et déporté. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez être pupille de la nation. J'étais boursière et moi, ça me tenait à cœur de rendre à mon pays ce qu'il m'avait donné. En fait, j'aurais jamais pu faire les études que j'ai faites si j'avais pas été boursière, pupille de la nation. Et ensuite, ça a été aussi un soulagement quand je suis rentrée à Polytechnique, parce que comme ma mère n'avait pas beaucoup de revenus, bah, j'avais besoin, enfin, Bien sûr. c'était très bien pour moi d'avoir une formation où on était payé. Et du coup, c'est vrai que j'ai pu me former grâce à mon pays, et ça me tenait à cœur de pouvoir rendre aussi à mon pays ce qu'il m'avait apporté. Donc vous avez fait beaucoup de métiers. Est-ce qu'il y a un métier jusqu'à présent que vous avez préféré? Ah bah, par exemple, moi, quand j'ai été PDG de la RATP, j'ai adoré, en fait. C'est une entreprise formidable. Vous transportez chaque jour des millions de gens. Bon, alors, dès qu'il y a un incident, ça dérange pas mal de monde. Mais voilà, c'est une entreprise qui est très compétente, qui sait construire des métros automatiques. Ça doit être des meilleures entreprises au monde, avec des gens qui sont très engagés. Moi, j'ai beaucoup aimé. Évidemment, ministre, c'est aussi l'occasion de porter des choses qui vous tiennent à cœur, de porter des politiques nationales sur des sujets qui vous tiennent à cœur. Et c'est ce que j'ai pu faire. Je dis quand j'étais ministre des Transports, par exemple, j'ai fait la loi d'orientation des mobilités. L'idée, c'était de se dire, il y a plein de territoires en France où il n'y a pas de transport en commun. Il faut que les jeunes puissent se déplacer. Donc, on a développé l'autopartage, le covoiturage et des solutions pour les territoires où il n'y a pas de transport en commun. Le plan Un jeune, une solution comme ministre du Travail, moi j'ai adoré en fait. Donc vous devenez ministre. Qu'est-ce que ça fait de devenir ministre? Bah, écoutez, ça fait qu'on se dit à la fois que c'est l'occasion de porter des choses qui vous tiennent à cœur. Moi, lutter pour l'égalité des chances, lutter contre l'assignation à résidence, lutter pour la transition écologique, c'est des choses qui me tiennent à cœur. Donc vous avez l'opportunité de porter des politiques au niveau national. Après, par rapport à ce que vous faites comme chef d'entreprise, c'est aussi une machine qui ne répond pas forcément exactement de la même façon. Des fois, vous vous dites j'appuie sur des boutons et il ne se passe pas grand-chose. Donc voilà, il faut aussi arriver à mettre en mouvement une administration qui n'est pas forcément hyper réactive. Ouais. Nous, on a beaucoup de jeunes qui aussi voudraient s'engager. Alors, pourquoi pas devenir ministre? Pour vous, quelle est la meilleure voie pour devenir ministre ou occuper des hautes fonctions publiques? Je ne pense pas qu'il y ait de profil type. Vous voyez, je pense que c'est finalement, moi, mon expérience, c'est que j'ai eu une vie professionnelle. Je vous dis, j'ai été préfète de région, j'ai travaillé dans des entreprises publiques. Et puis, je suis arrivée en politique en ayant une certaine connaissance, d'abord pas que de Paris. Je pense que c'est important pour moi d'avoir été préfète à Poitiers. On découvre que la France, ça ne se résume pas à Paris. C'est important d'avoir une connaissance du monde de l'entreprise. Donc je pense qu'il y a plein de voies qu'on peut suivre avant de devenir ministre. Ensuite, ça veut dire qu'il faut quand même avoir envie de s'engager et de porter des politiques publiques. Bien sûr. Est-ce que peut-être un engagement associatif peut aider? Oui, mais je pense que, de toute façon, je pense que c'est bien l'engagement. C'est important. Ça ouvre aussi des horizons et je pense que moi, je souhaite que les jeunes puissent s'engager pour des causes différentes. Ça peut être la transition écologique, ça peut être d'aider des personnes en difficulté. Je pense que c'est très important. Est-ce que vous pensez que votre métier est sous-estimé ou surestimé? Je pense que les politiques sont pas appréciés en moyenne, qu'il y a une mauvaise image. Je crois que c'est 85% des Français qui ont une mauvaise image des responsables politiques. Après, il y a beaucoup de fake news sur le fait qu'on fait ça pour nous-mêmes. Non, en fait, moi, je pourrais être
J'aurais pu rester PDG de mon entreprise qui était formidable. Et en fait, peut-être qu'il y a une partie de ceux qui s'engagent en politique qui le font parce qu'ils ont un ego un peu surdimensionné ou qui veulent à chaque fois se demander comment ils vont avoir plus de responsabilités. Moi, ce n'est pas mon cas, donc il faut aussi savoir qu'il y a des gens qui font ça tout simplement parce qu'ils ont envie de servir le pays et de porter des politiques publiques dans l'intérêt des Français. Vous le dites dans votre livre, c'était assez dur pour vous de subir cet examen médiatique constant. Comment on fait pour gérer? Ce n'est pas très agréable de ne plus avoir de vie privée, en fait. Pour moi, c'est évidemment dans mon équilibre personnel. Je n'ai pas eu envie de changer ma vie personnelle en devenant ministre ou première ministre. Et c'est jamais agréable d'avoir des gens qui étalent votre vie privée contre votre volonté, en fait. Vous essayez de garder le plus possible une vie normale? Oui, en fait, je pense que c'est important de rester ce qu'on est, de rester avec ses proches, de rester avec ses amis, de ne pas changer son mode de vie, de continuer à faire ses courses dans son quartier. Pour moi, c'est important. J'aimerais bien revenir sur ce que vous avez dit plus tôt sur ces personnalités qui ont, avec beaucoup d'ego, veulent toujours avoir plus de responsabilités. Est-ce que ça ne pose pas un problème dans la conduite de la nation, qu'il n'y ait pas une stabilité et que justement ces personnalités essayent toujours d'avoir plus de pouvoir? Je pense que c'est mieux qu'on ait des responsables politiques qui s'engagent pour leur pays plutôt que pour leur ego, en fait. Ouais. Nous, quand on en parle souvent à des jeunes, ils ont le sentiment qu'il y a un souci de légitimité parce qu'ils ont cette image, peut-être fausse, que beaucoup de politiques, justement, veulent plus de pouvoir et s'accaparer le pouvoir à eux-mêmes. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Oui, on est dans un monde où on peut juger des responsables politiques sur des punchlines. Il faut peut-être regarder un peu au-delà. Ouais. Et pour des jeunes, moi je pense que c'est sans doute qui ont envie de s'engager en politique, c'est bien de le faire, je pense, au niveau local. Parce que vous voyez, quand vous êtes élu dans votre commune, par exemple, vous avez sans doute plus de résultats concrets des politiques que vous portez. Oui, on voit l'effet que ça a. Vous voyez l'effet. Hein. Quand vous êtes un maire, vous décidez de végétaliser l'espace public, vous décidez de créer davantage d'équipements sportifs. Sur la durée de votre mandat, ils vont se faire, ces équipements. L'État porte des politiques qui sont plus abstraites. Donc je pense que c'est bien pour des jeunes qui ont envie de rentrer en politique, d'exercer des mandats locaux. On va passer à une autre séquence. C'est un peu les questions de la classe. Alors, on a des professeurs et des lycéens. Donc je vais vous montrer. Première question. Aujourd'hui, les effectifs des classes de grande section CP et CE1 sont plafonnés. Cela accroît nos difficultés à répartir les élèves au sein des classes. Afin de respecter cette contrainte, nous devons surcharger d'autres niveaux ou créer des niveaux multiples déséquilibrés. Pourquoi ne pas adopter une démarche plus flexible, basée sur la pédagogie et non sur des chiffres, afin de s'adapter au mieux aux réalités du terrain? Alors, je suis assez d'accord sur le fait qu'on ne doit pas tout définir depuis Paris et que finalement, des normes comme ça qui sont définies au niveau national, c'est sans doute pas la bonne approche. Donc moi, je souhaite donner plus de marge aux équipes, aux chefs d'établissement, aux équipes pédagogiques pour qu'ils puissent, quand ils constatent, qu'ils puissent définir leurs propres règles. Au bout d'un moment, on leur a donné des moyens pour plafonner à 24 le nombre d'élèves sur certains niveaux. S'ils pensent qu'il y a d'autres organisations plus intelligentes, je pense que c'est important de leur laisser des marges, effectivement. Oui, pour s'adapter aux réalités qui sont du terrain. Pour s'adapter aux réalités du terrain, des élèves, et de leur faire confiance. Bonjour Madame la Ministre, je m'appelle Théo, je suis au lycée de Barthou à Pau, et j'aimerais vous poser la question suivante. Pensez-vous qu'il faudrait passer, comme le font des pays européens actuellement, à des horaires plus allégés, comme des 8h, 16h ou pas court le matin, pour des lycéens comme moi qui enchaînons les 8h, 18h, sans compter le devoir le soir, plus des activités extrascolaires? Merci beaucoup. Alors c'est un vaste débat, le débat sur les rythmes scolaires. Vous savez, ça a été... est-ce qu'on fait la semaine sur 4 jours, 4 jours et demi? Évidemment, si on est sur 4 jours, on a des horaires plus chargés. Moi, je suis consciente que quand on est au lycée en particulier, on peut avoir des journées qui sont très chargées, notamment si en plus on a pris des options. Ensuite,
là aussi, hein, je pense que de se dire qu'on va tout changer dans les rythmes scolaires, ça pose la question de qui s'occupe du périscolaire, donc ça rentre dans des débats compliqués. Je pense que c'est un débat sur lequel on ne peut pas trancher comme ça vite fait, sur lequel ça vaut la peine d'avoir beaucoup d'échanges parce qu'il y a plein d'acteurs qui sont... de réduire, par exemple, les vacances d'été pour ça peut être une possibilité. Hein. Ce qu'on constate, c'est que c'est plutôt source d'inégalité entre les jeunes qui sont dans des familles dans lesquelles les parents peuvent les accompagner, vont leur faire des devoirs de vacances, et puis les jeunes qui vont plus du tout être accompagnés pendant 2 mois de vacances et qui ont pas mal oublié à la rentrée. Donc c'est quelque chose qui mérite qu'on prenne le temps de discuter. Et puis derrière, vous savez, en général, les responsables, les acteurs du tourisme qui vous disent « Oula, faut pas toucher à la durée des vacances ». Donc ce n'est pas des débats simples et ça mérite qu'on prenne le temps d'en discuter calmement. Ça se comprend. Bonjour Madame Borne. Comment les nouveaux programmes de l'éducation nationale prennent-ils en compte la diversité des besoins des élèves en matière d'inclusion scolaire ainsi que d'adaptation aux difficultés d'apprentissage? Alors d'inclusion, vous savez qu'on a beaucoup progressé dans ce domaine-là, notamment sur l'accueil des jeunes en situation de handicap. En 2017, on devait accueillir 320 000 jeunes en situation de handicap. On est à 520 000 aujourd'hui. Et je pense que c'est important qu'on puisse s'assurer qu'on a une société qui est inclusive, et ça passe par une école inclusive. Ensuite, il faut mettre en place les bons accompagnements pour que ces jeunes soient accompagnés dans leur scolarité. C'est ce qu'on fait en recrutant des accompagnants des élèves en situation de handicap, ce qu'on appelle les AESH. Je pense qu'on peut faire mieux dans ce domaine-là, et ça fait partie des expérimentations qu'on a lancées à la dernière rentrée, pour avoir des équipes pluridisciplinaires, donc des gens du médico-social, des professeurs spécialisés, qui interviennent le plus tôt possible pour donner des conseils aux équipes pédagogiques et mettre en place des adaptations justement de l'enseignement pour ces élèves. Et voilà, l'objectif, c'est à la fois de les accueillir au sein de l'école et puis de leur proposer le bon accompagnement adaptés à leur situation de handicap. Je voulais aborder un autre sujet qui est un petit peu lié sur le programme d'éducation à la vie affective et sexuelle, puisqu'il devait entrer en vigueur en 2024, si je ne me trompe pas. Il a été retardé. Il y a eu pas mal de critiques de différents bords politiques. Est-ce qu'il rentre en vigueur en 2025, à la rentrée 2025 ? Alors en fait, moi, vous savez, c'est un sujet qui fait l'objet de polémique, en fait, cette éducation à la sexualité qui est obligatoire depuis 2001. Oui. Et on sait que 15% des élèves seulement ont des cours d'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité, ce qui ne facilitait pas le fait de remplir l'obligation d'avoir 3 séances par an sur ces sujets, c'est qu'il n'y avait pas de programme officiel. Et donc, quand on est un professeur, si on ne vous donne pas un programme adapté à l'âge des élèves pour chaque niveau, c'est pas très simple. C'est pas très simple de savoir comment enseigner sur ce sujet. Et on a eu récemment, moi quand j'étais Première ministre, j'avais demandé au ministre de l'Éducation nationale de saisir l'instance qui est en charge des programmes, le Conseil supérieur des programmes, qui a rendu ses propositions, qui ont fait l'objet d'une longue concertation. Et finalement, on a un programme qui a été approuvé par la structure qui regroupe les organisations syndicales, les représentants des lycéens, les représentants des parents, des familles, des collectivités, et qui va donc se mettre en œuvre à partir de la prochaine rentrée. D'accord. Et donc, il est accepté aussi au niveau politique? Il n'y a pas eu de... Ah ben alors, il y a quelques personnes un peu conservatrices qui vont propager des inexactitudes sur le contenu du programme. Je pense que ce programme, il a été fait par des spécialistes de l'éducation, par des spécialistes de l'enfance, par des spécialistes de la santé. Et c'est vraiment un programme qui porte sur l'éducation à la vie affective et relationnelle dans le premier degré et qui introduit une éducation à la sexualité en plus dans le second degré, qui est très progressif et qui porte sur des notions qui sont très importantes,
dans le premier degré, c'est le respect de soi, le respect des autres, le consentement. Et au moment où on a différentes révélations sur des violences sexuelles qui ont pu intervenir dans certains établissements, je pense que c'est très important d'apprendre très tôt à un jeune, à un élève, que son intimité lui appartient, que son corps lui appartient, que les adultes n'ont pas à porter atteinte à cette intimité. Et voilà, c'est un des objectifs de ce programme qui ensuite, à partir du second degré, est aussi une éducation à la sexualité. Oui, donc il traite aussi de thèmes comme l'orientation sexuelle, l'identité aussi. Il traite aussi de thèmes comme l'orientation sexuelle à partir du second degré. Parce qu'il y a énormément de jeunes, de plus en plus, même au niveau familial, souvent en famille, qui subissent des agressions sexuelles. Donc c'est vrai que ça met en exergue En fait, l'importance d'un tel programme. le chiffre est effrayant. Il y a 160 000 mineurs par an qui sont victimes d'agressions sexuelles et c'est essentiellement au sein de la famille. Donc du coup, de prendre conscience qu'on subit des traitements qui ne sont pas normaux et de pouvoir aller vers une personne de confiance pour demander de l'aide, je pense que c'est très important. Et puis, il y a un autre volet. Vous savez, chaque mois, il y a 2 millions de mineurs qui accèdent à des contenus pornographiques sur Internet. Ça donne une vision de la sexualité qui n'est pas complètement erronée. Donc, je pense que c'est aussi important de mettre en garde contre ce qu'on peut voir sur Internet, qui n'est pas forcément la bonne représentation des relations entre une femme et un homme. Et en plus, j'ai plus la statistique en tête, mais il y a, je crois que c'est une femme qui est violée toutes les 2 minutes 30, il me semble. Et je pense que ça passe vraiment par l'éducation dès le plus jeune âge, du respect de l'autre, du respect du consentement, du consentement. Et du coup, c'est fait dans le programme, vous voyez, dès le plus jeune âge, de se dire, je ne prends pas mon copain de CP dans les bras sans lui avoir demandé s'il est d'accord. Ouais. Je ne prends pas la main de ma copine en CE1, même avant de lui avoir demandé si elle est d'accord. Voilà, c'est le respect, le consentement. Ça commence par là. On a beaucoup de jeunes qui se demandent si Parcoursup va continuer à exister. Parce qu'il y avait François Bayrou avait émis des doutes quant à la pérennité de cette plateforme. Est-ce qu'elle va continuer à être améliorée ou est-ce qu'elle pourrait changer? En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on a de toute façon besoin d'une application qui permet de rapprocher des millions de demandes, des millions de vœux, de millions de places dans des formations. Ce qu'il faut, c'est que ce ne soit pas aussi stressant que ça l'est aujourd'hui. Moi, je mesure à quel point ça peut être stressant. Je crois que c'est plus de 80% des jeunes qui vous disent c'est stressant, on attend les résultats de Parcoursup. Voilà. Donc je pense qu'il ne faut pas se limiter à ce moment où on fait ses demandes, on formule ses vœux, et puis on attend avec inquiétude la réponse. Il faut pouvoir réfléchir en amont à son orientation, être accompagné dans ses choix. Ça veut dire découvrir des métiers, savoir comment on se forme pour exercer ces métiers, et aussi qu'on facilite, une fois qu'on a choisi une voie, la possibilité de rebasculer dans une autre voie. Et je pense que c'est important aussi que les jeunes aient en tête qu'on peut se former tout au long de sa vie et que ce n'est pas parce qu'on a choisi une première orientation à un moment qu'on exerce un métier, qu'on va l'exercer toute sa vie. C'est de moins en moins vrai. On sait tous que le monde change rapidement et qu'on pourra se réorienter. Voilà, donc Parcoursup, c'est un petit moment dans c'est les choix qu'on aura à faire tout au long de sa vie. Et je pense que c'est important de permettre de faire découvrir beaucoup de métiers avant le moment où on fait son premier choix d'orientation. Et c'est ce à quoi on va travailler pour qu'il y ait réellement des heures d'orientation. Elles devraient exister, elles ne sont pas mises en œuvre systématiquement, et que ce soit l'occasion de découvrir plein de possibilités de parcours professionnels pour la suite. Est-ce qu'il n'y aurait pas imaginé, par exemple, une amélioration, un processus différent pour par exemple, les stages en seconde, pour qu'ils soient plus encadrés et vraiment présenter plus de métiers aux jeunes, justement des métiers moins connus? Alors, moi, je pense que c'est important que les jeunes puissent profiter de ces stages pour découvrir des métiers auxquels ils ne pensaient pas. Donc là, il faut qu'on travaille avec les entreprises pour qu'elles puissent accueillir des jeunes dans des métiers moins connus. Et vous savez, notamment dans les lycées professionnels, on a maintenant un bureau des entreprises qui aide les jeunes. De façon générale, je pense que c'est important
qu'on ne considère pas que c'est aux jeunes de trouver son stage tout seul. Parce qu'évidemment, si on fait ça, il y a des jeunes dont la famille a beaucoup de relations et ça va être facile. Et puis, il y a des jeunes pour lesquels on a moins de relations et ça sera moins simple. Donc, l'école s'implique aux côtés du jeune, le lycée, le collège, s'implique aux côtés du jeune pour l'aider à trouver son stage. Je pense que c'est important. On a une plateforme aussi qui s'appelle Un élève, un stage, qui propose des offres de stage. Mais voilà, je pense qu'il faut qu'on accompagne ces moments où on a l'occasion de découvrir des métiers pour qu'on ait un peu d'égalité des chances entre les jeunes, quel que soit leur milieu familial. Si on revient plus sur vous, quelle est pour vous la recette pour réussir? En fait, je pense qu'il y a quand même... c'est nécessaire de travailler. À un moment donné, on réussit rarement si on n'est pas impliqué dans ce qu'on fait. Donc, il vaut mieux être impliqué dans quelque chose qui vous plaît. Voilà. Ok, donc le travail, beaucoup de travail. Voilà. Quelles seraient vos qualités? Je pense que je suis assez engagé. En fait, j'ai toujours fait attention à être dans des fonctions qui, pour moi, font du sens. Vous voyez, j'étais ministre. Par exemple, à un moment donné, je m'occupais du logement des personnes très défavorisées. Bon, j'ai trouvé... on se lève le matin, on sait pourquoi on se lève. Et moi, je suis quelqu'un de très engagé. Et je peux mettre beaucoup d'énergie pour faire aboutir mes projets sur des sujets qui me tiennent à cœur. Si demain, vous n'étiez plus ministre, comment se traduirait cet engagement? Est-ce que, du coup, vous redeviendrez député? Oui, a priori. Voilà. Est-ce que, pour vous, c'est la finalité, être député? Ou est-ce que vous voyez d'autres choses après? Non, je pense qu'il y a 25 façons de... vous aurez compris que pour moi, c'est quelque chose qui est important de faire des choses utiles aux autres. Et je pense qu'il y a beaucoup de façons de faire dans le monde politique, dans le monde associatif, mais c'est quelque chose qui est important. Quels sont vos défauts? Quels sont mes défauts? C'est peut-être le revers des qualités, c'est-à-dire que je peux à un moment donné foncer un peu, épuiser mes collaborateurs en disant qu'on est là pour changer le monde et améliorer le monde. Faut y croire, de toute façon. Voilà. C'est comme ça qu'on réussit. Est-ce que ces défauts, ce défaut, vous a aidé? Je vous dis, je pense qu'on est... c'est les revers de qualités qui peuvent être des défauts. D'être un peu obstiné, de se dire, on vous dit que c'est impossible, non, il faut y arriver. On a du mal, vous savez, à changer les grandes politiques publiques si on n'est pas un peu têtu, parce qu'il y a 20 000 raisons pour lesquelles ça ne doit pas changer, en fait. Et quelle est votre plus grande réussite et votre plus grand échec? Alors, quelle est ma plus grande réussite? Je ne suis pas sûr de savoir forcément hiérarchiser. Je vous dis, il y a des choses qui m'ont vraiment beaucoup plu. Je parlais du plan Un jeune, une solution. Moi, j'avais lancé ça quand j'étais ministre du Travail. On était au moment de la période Covid. On avait demandé aux jeunes de rester confinés, aussi pour protéger les personnes âgées qui étaient plus vulnérables. Et moi, ça me tenait à cœur qu'on aide les jeunes à trouver un métier qui leur plaise. Et ça a été vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu. Les échecs, qu'est-ce que j'ai eu comme échec? Vous voyez, par exemple, je suis très déçu de ce que la loi d'orientation des mobilités que j'avais portée comme ministre des Transports a donné. C'est une loi qui donnait beaucoup d'outils à des collectivités pour trouver des réponses aux personnes âgées qui habitent à la campagne et qui ne peuvent pas se rendre au marché, aux jeunes qui ont des difficultés à accéder à une formation. Donc on a mis tous ces outils et finalement, il n'y a pas grand monde qui s'en est saisi. Donc c'est un peu frustrant en fait. Je pense qu'il faut continuer à dire, c'est notamment les intercommunalités, qu'elles ont ces outils et que c'est très important parce que c'est très injuste en fait finalement quand on est une personne âgée de ne pas pouvoir aller au marché, de ne pas pouvoir voir son médecin. C'est très injuste quand on est un demandeur d'emploi dont la voiture peut être en panne et on n'a pas beaucoup d'argent pour en acheter une, de ne pas avoir d'autres solutions pour se déplacer. C'est très frustrant quand on est un jeune, qu'on habite dans une zone rurale et que finalement on choisit la filière dans son lycée professionnel pas loin parce qu'on n'a pas les moyens d'aller dans le lycée où il y aurait la filière dont vous rêvez.
Donc voilà, je pense que c'est quelque chose sur lequel il faudrait voilà, que ça fonctionne mieux. Est-ce que vous pensez que cette mesure n'a pas eu l'impact que vous souhaitiez parce qu'elle ne correspondait pas assez à la réalité territoriale? Je pense qu'elle est arrivée un peu avant le Covid et que du coup les gens sont passés ont eu d'autres préoccupations et puis qu'après ça, ils n'ont plus forcément eu en tête. Vous savez, c'est ça aussi quand on a des responsabilités au niveau national, vous annoncez des réformes, puis il y a plein de sujets dans l'actualité et à la fin, tout le monde ne se saisit pas forcément, ne connaît pas forcément les réformes que vous avez menées, ne se saisit pas forcément des outils que vous avez proposés. Donc ça rend très modeste. Est-ce qu'il y a une mesure que vous voudriez absolument porter en tant que ministre de l'Éducation? Il y a une mesure qui me tient vraiment à cœur, c'est la réforme du recrutement et de la formation des professeurs. Parce que je pense qu'on a absolument besoin de bien former les professeurs pour derrière bien former les élèves. Et aujourd'hui, on n'accompagne pas assez, vous savez, 4 professeurs sur 5 qui considèrent qu'ils n'ont pas été suffisamment formés pour gérer une classe, pour prendre en compte des élèves qui peuvent avoir des besoins particuliers, même pour enseigner leur matière. Il ne suffit pas d'être bon en français ou bon en maths pour savoir bien transmettre. Et donc, je pense que cette réforme, elle est fondamentale pour aller chercher des jeunes qui, en sortant du bac, peuvent rêver d'être professeurs. Et puis, quand on les recrute, vous savez, aujourd'hui au niveau Master 2, entre-temps, ils ont d'autres idées, ils n'ont plus forcément envie. Et donc, une réforme qui permet d'avoir vraiment une licence qui prépare au professorat des écoles et ensuite un recrutement où on va professionnaliser les professeurs, leur apprendre vraiment à gérer sa classe, ça me semble vraiment important. Donc, des professeurs bien formés pour bien accompagner les élèves. Il faut rendre le métier de professeur sexy. Je pense qu'il faut le rendre attractif. Alors ça passe aussi évidemment par le parcours professionnel et la rémunération tout au long de la carrière. Mais je pense que c'est important qu'on puisse avoir enthousiasmé les gens pour ce beau métier. Si vous deviez récapituler votre recette pour réussir, pour devenir, au final, Elisabeth Borne, qu'est-ce que ce serait? En fait, moi, je n'ai pas une recette pour réussir. Je pense que ce qui est important, et je vous le dis, moi, ça m'avait vraiment frappé quand j'accompagnais les jeunes dans Un jeune, une solution, c'est que je pense qu'il faut que chacun arrive à trouver son rêve, arrive à trouver le truc qui fait qu'il a envie de se lever le matin. Et quand on a trouvé un métier, un engagement qui vous donne envie, en fait, vous êtes inarrêtable. Et donc, je pense que ma responsabilité dans les fonctions qui sont les miennes aujourd'hui, c'est d'aider chaque jeune à avoir un rêve et de l'accompagner pour le réaliser. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci beaucoup. Merci. Pour retrouver tous nos autres épisodes, vous pouvez les retrouver sur notre chaîne YouTube, sur Apple Podcast et sur Spotify. Et abonnez-vous.